Ce module couvrira les techniques de base nécessaires pour compléter l'examen post-mortem ou la nécropsie d'un amphibien. La présentation sera orientée sur les batraciens, mais les mêmes techniques peuvent être appliquées aux autres espèces amphibiennes. La nécropsie est une composante importante de tout programme de conservation. Une nécropsie complète avec histopathologie nous procure une opportunité précieuse de comprendre comment une maladie peut affecter un animal ou peut expliquer la mort de cet animal. De plus, la nécropsie nous permet de collecter des échantillons de tissus qui peuvent être soumis à d'autres tests et avancer notre compréhension des maladies affectant les amphibiens. Une nécropsie complète est composée de deux éléments de base, un examen macroscopique de la carcasse et des organes, suivi d'un examen microscopique ou histologique des tissus. Nous nous concentrerons sur l'aspect macroscopique de la nécropsie, car un examen histologique requiert un laboratoire où les tissus seront paraffinés et requiert une expertise que seul un individu entraîné comme pathologiste possède. Quoique ce module soit à l'intention des vétérinaires, un personnel entraîné pourrait appliquer cette technique sur le terrain dans la plupart des circonstances. Veuillez noter que les photographies, dans cette présentation, furent obtenues lors de nécropsie de routine sur des animaux captifs morts de conditions préexistantes. Aucun animal ne fut euthanasié pour fin de présentation. Dans ce module, nous couvrirons la facilité, l'équipement et les préparations nécessaires avant de procéder à la nécropsie, ainsi qu'une revue des techniques utilisées pour exécuter une nécropsie sur un amphibien. Et quoiqu'une discussion complète sur les principes de biosécurité soit hors du contexte de ce module, quelques principes clés seront discutés durant la présentation. Avant de commencer, il y a lieu de se demander pourquoi faire une nécropsie. Une nécropsie complète et détaillée peut aider à déterminer la cause du décès d'un animal. Elle peut fournir des informations qui contribueront à nos connaissances sur cette espèce particulière et sur la pathogénie d'une maladie et comment elle affecte la victime. Dans le cas d'un animal en quarantaine, elle peut aider à identifier et prévenir l'introduction de maladies à même une collection d'amphibiens et nous donner une idée quant à l'efficacité de certains traitements médicaux. Finalement, la nécropsie complète est une des meilleures chances de détecter une maladie infectieuse émergente chez un animal ou dans une population. Que ce soit dans un laboratoire ou sur le terrain, la nécropsie devrait être exécutée dans un endroit à l'écart des animaux captifs, malades ou sous quarantaine. Une salle séparée du bâtiment avec un système de ventilation séparé avec électricité et eau courante est idéal. Les surfaces de travail et le plancher devraient être fabriqués de matériel non poreux afin de permettre le nettoyage et la désinfection. Les instruments et équipements ne seront utilisés que pour les nécropsies et seront méticuleusement désinfectés entre nécropsies pour éviter la transcontamination. La plupart des nécropsies sur des amphibiens peuvent être complétées avec un simple complément d'instruments et de récipients pour échantillons. Il est très important d'avoir un plan d'action avant de commencer pour être plus efficace et pour éviter le manque de matériel ou instruments durant la nécropsie. Il faut se souvenir que vous êtes la dernière personne à voir cet animal intact, et donc il est important de documenter vos observations du mieux possible. Il est toujours mieux de collecter et stocker trop de tissus ou échantillons que de regretter plus tard de ne pas les avoir sous la main. Une caméra est aussi utile pour documenter les trouvailles anormales et sur le terrain, les facteurs environnementaux qui pourraient avoir joué un rôle dans le décès de cet animal. Un complément de nécropsie devrait contenir un carnet de notes ou un formulaire de rapport de nécropsie dans lequel on peut noter les détails ainsi que des crayons et une règle pour mesurer. Des contenants de formaline ou autres solutions fixatives étanches. Pour la majorité des amphibiens, une paire de pinces et de petits ciseaux à iris pourraient suffire. Des instruments plus délicats, tels ceux utilisés lors de chirurgie oculaire, sont pratiques pour les amphibiens plus petits. Des écouvillons pour culture et avec milieu de transport, et une variété de contenants stériles pour collecter des échantillons comme des seringues et des sacs de plastique, des étiquettes en papier pour identifier les tissus
et des viales pour congélation et archivage devraient être à portée de la main. Une pesette ou balance pour peser la carcasse est souhaitable, ainsi que des lames de microscope pour préparer des frottis cytologiques qui pourraient aider au diagnostic. Des gants jetables doivent être portés à fin de protection et sont importants pour maintenir un niveau de biosécurité adéquat. Ils doivent être changés avant de commencer une nécropsie sur un autre animal. Savon et détergents aident à minimiser les risques de transcontamination et à maintenir une biosécurité adéquate. Un microscope à dissection, si disponible, est très pratique lorsqu'on procède à la nécropsie de très petits animaux. La formaline neutre, tamponnée à 10%, est le fixatif préféré pour histopathologie. Elle est disponible commercialement ou peut aussi être préparée avec des ingrédients adéquats. Alternativement, on peut utiliser de l'éthanol à 70 ou 90%. Les échantillons de tissu ne devraient pas être plus épais que 5 mm et devraient être immergés dans au moins 9 fois le volume de l'échantillon en formaline. Dans certains cas, la décomposition de la carcasse rendra difficile l'identification et la collection d'échantillons pour histopathologie. Toutefois, avec les techniques moléculaires modernes, il existe des maladies qui peuvent être diagnostiquées sur des carcasses aussi décomposées que celles-ci. Voici un guide de base pour la nécropsie des amphibiens. 2 techniques, dépendamment de la grosseur de l'animal, y sont discutées. Pour les animaux de moins de 20 grammes, la cavité cœlomique devrait être délicatement ouverte pour permettre la collection des échantillons appropriés, après quoi la carcasse entière est alors immergée dans une solution fixative pour histopathologie. Pour les animaux plus gros, une fois la cavité cœlomique exposée et les échantillons collectés pour microbiologie et archives, on examine la cavité et les viscères individuellement, prélevant des échantillons de tous les organes pour histopathologie. Nous nous concentrerons sur cette deuxième technique. Mais avant de procéder, il existe des particularités anatomiques importantes chez les amphibiens qui devraient être considérées durant la nécropsie, comme les sacs lymphatiques sous-cutanés, les corps adipeux cœlomiques, l'organe de Bidaire et les sacs endolymphatiques paravertébraux. Certaines de ces structures seront illustrées dans les images qui suivent. Une fois les instruments et équipements prêts et sur la table, il est important de procéder à un examen externe minutieux et noter s'il y a des plaies, coupures, lésions, décoloration cutanée ou anomalies des yeux et de la bouche. On vérifie aussi s'il y a des fractures ou autres signes de trauma. Voici 2 exemples de lésions oculaires chez 2 amphibiens et un prolapse cloacal de l'ovaire chez un autre animal. Pour commencer la nécropsie, on place la carcasse en décubitus dorsal et on crée une incision cutanée de la région sternale à la région inguinale. On écarte pour évertir la peau sur les côtés, ce qui expose les muscles abdominaux et la membrane péritonéale. L'espace potentiel qui existe entre la peau et la paroi abdominale est appelé sac lymphatique sous-cutané. Dans certaines conditions où l'équilibre osmotique est rompu, cet espace se remplit de fluide et ce fluide peut être prélevé et soumis pour culture ou cytologie. On pratique maintenant une incision de la membrane péritonéale de la région pectorale à la région inguinale. Cette incision expose le cœur, les poumons, le foie et une portion du système gastro-intestinal ainsi que la vessie urinaire. Si on voit une accumulation de fluide dans la cavité cœlomique, on peut en prélever un échantillon pour culture et cytologie. C'est un temps opportun pour prélever un échantillon de foie. On en place un peu dans une viale pour congélation. Cet échantillon pourra être utilisé pour une analyse toxicologique ou nutritionnelle, ou même pour isolation de virus. Une fois les poumons soulevés,
le tractus gastro-intestinal, la rate, les reins, les gonades, dans ce cas-ci les ovaires et oviducs, pourront être mieux visualisés. Les ovaires de cet animal sont inactifs. Chez la femelle reproductive, les ovaires deviennent massifs et les œufs remplissent la cavité coelomique. Notez l'absence de corps adipeux chez cet animal, ce qui indique une balance énergétique négative prolongée. La rate repose dans le mésentère à l'intersection de l'estomac et du tractus intestinal, typiquement sur le côté droit de la cavité coelomique. À cause de sa petite taille, il est préférable de la prélever immédiatement et de la placer dans une cassette de façon à ne pas la perdre dans le contenant de formaline. Le cœur peut maintenant être enlevé et placé dans une cassette. Les poumons sont examinés pour la présence de décoloration, fluide ou parasites. Pour prélever des échantillons de poumons, chaque lobe est coupé aussi près que possible de la trachée, ce qui les fait collapser. Parfois, les poumons collapsent aussitôt la cavité coelomique exposée. Aussi, une effusion coelomique résulte souvent en un collapse pulmonaire en raison de la pression exercée par les fluides, et les poumons sont recroquevillés crânialement dans la cavité coelomique. La vessie urinaire peut être échantillonnée et son contenu examiné. Pour enlever les autres viscères, on pratique une incision le long de la mâchoire inférieure et on tire sur la langue ventralement. Ceci expose la cavité orale et l'aspect ventral des globes oculaires. On examine la cavité pour la présence d'abcès et autres lésions. En tirant délicatement, on élève la langue et dissèque les tissus mous qui retiennent les viscères. On reflète le bloc viscéral caudalement jusqu'à l'aspect caudal du côlon. On peut prélever, à ce moment, un échantillon de rein dans une viale pour congélation, et ce tissu pourra servir à des tests diagnostiques comme par exemple un PCR pour le ranavirus. Une fois le côlon coupé, un échantillon de sel peut être prélevé et analysé pour la présence de parasites. Placez alors le bloc viscéral entier dans la formaline, la tête, les membres et des morceaux de paroi abdominale sont aussi immergés dans la formaline. Pour comparaison, sur la gauche, on voit une femelle reproductive avec des ovaires développés. En contraste, sur la droite, les testicules du mâle sont visibles. Et leur relation anatomique avec les reins et les corps adipeux. La nécropsie est maintenant terminée. On a pris note de l'espèce et des mesures biométriques, et ainsi que de toutes les observations pertinentes aussitôt la nécropsie terminée sur un rapport de nécropsie standard comme celui-ci. Un rapport de nécropsie standard aide à maintenir une approche systématique et donc à minimiser les chances d'omission durant la nécropsie. Des références utiles sont énumérées ici et on peut accéder à des ressources additionnelles sur le site Internet Amphibian Ark. Merci de votre attention et bonne chance dans vos futurs projets amphibiens.